Ok, merci beaucoup. Alors, donc, effectivement, je m'appelle Romain Spinoza, je suis chercheur au CNRS et spécialisé en économie publique et économie comportementale. Donc, l'économie publique cherche un peu à discuter les choix de société, je vais y revenir dessus. Et l'économie comportementale s'intéresse à elle, aux mécanismes de prise de décision des individus. Ce soir, je vais vous présenter donc, un livre qui est sorti donc, hier aux presses universitaires de France, qui est le résumé de beaucoup de travaux, de plusieurs années de travail en termes de réflexion intellectuelle, et qui s'intitule Comment sauver les animaux, une économie de la condition animale. Ce livre, il a principalement deux objectifs. Le premier objectif, c'est donc de faire le lien entre la science économique et la condition animale. D'autres disciplines en sciences humaines se sont intéressées à la question animale, principalement en psychologie, sur la psychologie des consommateurs ou des citoyens de manière plus large. Mais finalement, la science économique est arrivée assez tard dessus, mais on observe récemment que ce champ est en pleine expansion. Et donc, j'avais à cœur un peu de faire le lien entre les deux parce que la théorie économique a beaucoup d'éléments à apporter sur la discussion sur la condition animale. Donc, ici, je me focalise sur la France. Le deuxième objectif de ce livre, c'était qu'on parle beaucoup des animaux et de l'utilisation d'animaux, mais principalement en fait dans le débat scientifique ou public autour des externalités de la consommation de viande. Donc par externalité, j'entends l'impact sur l'environnement, l'impact sur le système de santé, l'impact sur les zoonoses. Et donc c'est vrai que c'est des arguments, enfin des études sur lesquelles je me fonde beaucoup et je discute beaucoup. Mais le temps d'un livre, j'avais envie de m'intéresser vraiment au bien-être des animaux et notre relation avec eux. Le livre se divise en 4 grands chapitres. Donc je ne vais pas avoir le temps, bien sûr, de tout détailler ce soir, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments importants de chacun de ces chapitres. Donc la construction intellectuelle est la suivante. La première, c'est essayer de définir finalement qu'est-ce que l'économie a apporté à la condition animale et comment en économie on peut traiter de la question animale. C'est vrai qu'a priori, c'est peut-être pas le plus naturel parce que quand on pense économie, on pense relations économiques entre individus, mais en fait, on va voir ensemble que c'est très naturel pour l'économie de s'intéresser à la condition animale. Le deuxième chapitre s'intéresse en fait à si on décide de s'intéresser à la condition animale, quels sont les gains pour la société à diminuer l'exploitation pour les animaux ou bien au moins améliorer les conditions de vie des animaux. La troisième partie cherche en fait à expliquer pourquoi est-ce qu'on observe une différence entre ce qu'on déclare comme préoccupation pour les animaux et ce qu'on observe dans les choix en particulier des consommateurs. Et le quatrième chapitre vise, lui, à discuter un peu les solutions qui sont aujourd'hui mises en place pour améliorer la condition animale et comment elles répondent en fait aux grands enjeux qui sont évoqués dans le chapitre 3. Donc, pour commencer, la question principale que j'adresse, c'est pourquoi l'économie devrait s'intéresser à la condition animale et finalement, qu'est-ce qu'elle a apporté? Alors, il y a beaucoup de définitions de l'économie, peut-être, je ne vais pas dire autant que d'économistes, mais chacun a un peu sa vision. Mais je m'inscris principalement dans ce qu'on appelle l'économie publique. Et l'économie publique cherche en fait à discuter les choix de société. Et la condition animale rentre dans ces choix de société. Donc, typiquement, quand on a en économie le choix entre plusieurs politiques publiques, une politique publique A ou une politique publique B, on cherche à savoir quelle politique publique va améliorer ce qu'on appelle le bien-être de la société. Donc, bien sûr, un des grands débats, c'est de savoir qu'est-ce que le bien-être de la société. Et en économie, on adopte généralement une approche utilitariste. Alors, très souvent, le mot utilitariste a mauvaise presse quand on parle de sciences économiques, mais j'espère en partie ce soir vous réconcilier avec cette idée d'utilitarisme. Donc, en économie, on cherche à ce qu'on appelle avoir le plus grand bien-être social possible. Et on se fonde sur la tradition utilitariste qui remonte à Bentham, donc il y a un peu plus de 2 siècles. Et Bentham avait cette même réflexion, à savoir, quand on évalue la société, les politiques publiques, les choix des gouvernants, quel peut être le critère sur lequel on peut se baser pour dire qu'une politique est meilleure qu'une autre? Et Bentham disait, finalement, ce qui est commun à tous les hommes, c'est on cherche à diminuer notre souffrance et à augmenter notre plaisir. Stuart Mill dira un peu plus tard, on cherche à maximiser notre bonheur, donc on cherche tous à être heureux, donc c'est un peu la même idée. Et donc ça fonde l'utilité. Un individu, il a une utilité, et cette utilité, c'est quoi? Elle augmente quand il est heureux et elle diminue quand il est malheureux ou quand il souffre.
Et donc ça, Bentham dit c'est un critère universel, et donc finalement, ça devrait être notre boussole pour savoir ce qui est bon en termes de politique publique. Donc les économistes disent, bon, bah, chaque individu a une utilité, on va l'agréger, et il y a beaucoup de discussions sur comment on agrège tout ça, mais acceptons qu'on arrive à l'agréger. On a un agrégat qui en fait est le bien-être de la société, et c'est à partir de ça qu'on va évaluer les politiques publiques. Alors Bentham, lui-même, il anticipe, hein, il dit, ben, si on se focalise sur la douleur et le plaisir, les animaux aussi souffrent et ont des plaisirs, donc a priori, il rentre dans la question de l'utilitarisme. Alors pour être honnête sur Bentham, les animaux ne sont pas le centre de son travail, mais il les mentionne, ce qui est déjà important il y a 2 siècles et demi. Et la philosophie utilitariste va beaucoup évoluer sur cette question, et on connaît les travaux de Peter Singer 2 siècles plus tard, avec la libération animale, qui inclut, donc là vraiment dans la philosophie utilitariste, ce qu'elle a de plus entier, elle dit, bon, bah, maintenant les animaux sont aussi dans l'utilité, ont une utilité, donc finalement en tant qu'économiste, si on veut être cohérent, il faut inclure ces animaux dans le bien-être social. Donc il y a beaucoup de discussions très récentes en économie sur comment est-ce qu'il faut inclure les animaux, et si oui, comment les inclure dans notre bien-être social. Et finalement, donc Johansson, un économiste scandinave, dit ben, il y a 5 manières de faire. La première, c'est celle du statu quo, qui consiste à dire on va considérer l'utilité, mais seulement des êtres humains, donc exclure les animaux qui ressentent aussi des souffrances et des plaisirs. Donc ça, c'est traditionnellement comment a fonctionné la science économique. Mais il y a d'autres manières de faire, et puis on peut intégrer petit à petit le bien-être des animaux. On peut par exemple dire que certains individus dans la société en fait se sentent bien quand les animaux se sentent bien, ils ont une utilité à ce que les animaux se sentent bien. Donc finalement, en améliorant le bien-être des animaux, on améliore le bien-être des êtres humains, ce qui améliore le bien-être de la société. Donc ça, dans ce rôle-là, les animaux ont ce qu'on peut appeler une valeur instrumentale. C'est des instruments pour rendre les humains plus heureux et donc le bien-être social plus heureux. La troisième étape pour intégrer les animaux, c'est de dire ben, finalement, les animaux ont des utilités, d'accord, on le sait depuis Bentham et même avant, donc on les intègre dans notre fonction de bien-être social, on les intègre d'accord dans notre calcul de choix de société, mais on garde quand même une préférence, par exemple, pour les êtres humains. Donc c'est une vision encore un peu spéciste, mais on intègre quand même les animaux, un peu les intérêts des animaux dans la société. La quatrième vision, c'est la vision à la Peter Singer, qui consiste à dire à intérêts égaux, on doit donner une considération égale. Donc, si on pouvait calculer des points d'utilité, un point d'utilité en plus pour un être humain, c'est aussi important qu'un point d'utilité en plus pour un animal. Mais bien sûr, tout l'enjeu ici est de savoir ce que c'est qu'un point d'utilité en plus pour un humain versus pour un animal. Et Johansson parle également d'une cinquième possibilité, qui est ce qu'il appelle le spécisme inversé, qui consiste à dire, finalement, les animaux, ils n'ont pas de pouvoir de décision sur les politiques publiques. C'est simplement potentiellement des victimes, ou bien ils subissent les politiques publiques. Et donc, il faut les protéger un peu à titre de minorité, même s'ils sont majoritaires, mais il faut les protéger et donc leur donner plus de poids dans nos réflexions sur la société que leur simple utilité. Donc, ces 5 grandes catégories. Dans le livre, je discute un peu quelle doit être notre boussole, mais pour résumer un petit peu, il me semble qu'aujourd'hui, le consensus social se situe entre le 2 et le 3, alors que le statu quo est vraiment le 1. Donc aujourd'hui, le statu quo des politiques publiques qui ont peut-être été faites ces dernières décennies donne très peu d'attention aux animaux. Mais aujourd'hui, on voit quand même que de plus en plus de Français se soucient des animaux, et que dans le discours un peu politique, il y a aussi un changement de mentalité. Donc, typiquement, dans le discours de Barbara Pompili à l'automne dernier, on voyait bien qu'on est entre le 2 et le 3. Barbara Pompili, dans son discours, dit que les mentalités des Français ont changé et que maintenant, certaines pratiques ne sont plus acceptées. Donc là, on est vraiment un peu dans cette valeur, dans ce numéro 2. Certains Français se soucient beaucoup du bien-être animal, donc il faut agir pour ces Français-là. Mais on a d'autres éléments qui vont plutôt sur le 3, à savoir les animaux ont des intérêts qui leur sont propres. On le sait, ça, depuis l'introduction de l'article L214, on le sait depuis l'introduction dans le Code civil, etc., on le reconnaît. Et donc, à ce titre-là, il faut intégrer les animaux. Mais je pense quand même que la majorité de la société aujourd'hui garde une préférence pour les êtres humains. Donc, on a une vision universelle, mais un peu anthropocentrique. Et donc, on a déjà ici un changement important par rapport au statu quo. Et finalement, les économistes sont aussi le reflet d'une société.
Et donc, historiquement, ils étaient sur la dimension 1, centrée sur les humains. Et aujourd'hui, eh ben, on ouvre la boîte et on fait rentrer les animaux. On décide de faire rentrer les animaux. Du coup, la question qui se pose, c'est ben, si les animaux contribuent au bien-être social, quels animaux devrait-on aider si on doit les aider? Comment améliorer leurs conditions pour améliorer au mieux le bien-être de la société? Donc, le deuxième chapitre revient également sur un peu les protections, les évolutions légales et les protections légales sur les animaux et différents types d'animaux. Mais je veux ici donner quelques ordres de grandeur. Les animaux aujourd'hui qui sont le plus exploités en France et tués, mis à part les poissons, je n'ai pas de données aujourd'hui sur les poissons, mais ce sont donc les animaux exploités pour leur consommation, pour leur chair, ou bien pour leur lait ou pour leurs œufs. Et donc ici, je vous présente les statistiques du ministère de l'Agriculture sur la consommation de viande en France. Désolé pour nos amis suisses. Du coup, en 2019, on avait effectivement à peu près 1 milliard d'animaux qui étaient tués en France dans l'année. Donc là, vous en avez 968 millions, auxquels il faut rajouter à peu près 50 millions de poussins. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'écrasante majorité en fait, de ces animaux sont des poulets, 740 millions à peu près. Mais en fait, l'écrasante majorité, de manière générale, c'est les volailles. Vous avez les poulets, les canards, les dindes, les pintades, les chapons. Et les poules de réforme aussi, pardon. Et dans les autres grandes catégories, vous avez aussi les lapins et les porcins. Et en fait, donc c'est vraiment beaucoup, 1 milliard par an qui sont tués. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que les animaux qui sont le plus tués, comme les poulets ou les porcs, mais les volailles, les poulets sont des animaux qui sont majoritairement élevés en élevage intensif. 80% pour les poulets, 95% pour les porcs, on estime. Et donc, en fait, la majorité en France des animaux tués pour la consommation de viande sont des animaux issus d'élevage intensif. Donc là, on sait qu'on a un potentiel très fort d'amélioration du bien-être animal parce que finalement, augmenter les tailles des cages ou bien au moins leur donner du plein air aux animaux, etc., c'est quelque chose qui se fait à faible coût. Donc c'est ce qu'on avait estimé en partie dans les 20 mesures, mais le coût est totalement raisonnable. Or, il y a un gain d'utilité très fort pour ces animaux-là. Et finalement, les animaux qui sont beaucoup dans le marketing, on viendra dessus plus tard, les bovins, un peu l'image épinale qu'on a, représentent moins de 0,5% des animaux qui sont tués en France tous les ans. Donc vraiment, aujourd'hui, la question du bien-être animal, c'est majoritairement les animaux en élevage intensif. Alors, pour donner des ordres de grandeur sur l'expérimentation animale, le chiffre officiel en 2017 faisait état d'à peu près 2 millions d'animaux tués, principalement des souris, mais également des poissons, des lapins, aussi des rats. Ce chiffre serait le nombre d'animaux total tués dans l'expérimentation animale serait à peu près le double, on estime, si on inclut les animaux invisibles qui ne sont pas dans ces statistiques officielles. Si ça vous intéresse, il y a le rapport de l'association Transscience sur la question. Donc, il y a un cadre législatif un peu européen qui vise à améliorer les conditions de ces animaux dans l'expérimentation, qui est le cadre des 3 R, qui vise à réduire le nombre d'animaux dans les expériences, remplacer les animaux qui ont des méthodes alternatives et raffiner les cages, donc augmenter la qualité de vie dans les cages. Le problème principal, c'est que ce programme des 3 R a reçu très peu de financement finalement en France. Et donc, on ne peut pas dire qu'il reste lettre morte, mais en tout cas, il n'est pas du tout valorisé à la hauteur des enjeux. Et donc, on a 1 milliard d'animaux tués pour la consommation, et on voit que l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même. On a 4 millions d'animaux tués dans l'expérimentation. Et pour vous donner un dernier ordre de grandeur, la proposition de loi sur laquelle on discute en ce moment, c'est principalement sur les animaux de compagnie, le premier chapitre, et la lutte contre les abandons. Et les animaux abandonnés, c'est 100 000 animaux par an. Donc, on se retrouve finalement aujourd'hui sur la condition animale, dans une déconnexion très forte entre les animaux qui souffrent et les animaux sur lesquels on se focalise. Donc ici, c'est une représentation visuelle sur les données américaines, mais a priori, c'est à peu près similaire en France. Vous avez beaucoup d'animaux, les animaux d'élevage représentent la très grande majorité des animaux qui sont exploités et tués. Ça n'inclut pas les poissons, on aurait quelque chose qui explose encore plus. Finalement, les animaux qui reçoivent la majorité de dons, c'est les animaux qui sont dans des refuges, ou plutôt les chiens ou les chats. Et donc,
Voilà, donc ça, c'est pour les dons, et les animaux de ferme reçoivent une très faible part, en fait, des dons. Et de manière similaire, l'attention publique en termes de loi, donc celle qui est discutée actuellement à l'Assemblée nationale, se focalise beaucoup sur les animaux de compagnie et a totalement exclu la très grande majorité des animaux qui souffrent aujourd'hui. Alors bien sûr, hein, c'est très important de s'intéresser à ces animaux, domestiques qui sont abandonnés, parce que c'est quand même des vraies souffrances et ça peut conduire aussi à la mort de nombreux animaux abandonnés. Mais ce qui est vraiment, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on occulte la très grande partie du problème. Alors ça représente les gains vraiment directs pour la condition animale. Donc, en premier lieu, beaucoup les animaux de ferme et les poissons. Ensuite, les animaux dans l'expérimentation animale et aussi en termes de nombre, hein, je parle, les animaux de compagnie et les animaux exploités dans les spectacles. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on a discuté aussi précédemment, c'est qu'il peut y avoir des gains indirects à l'utilité. Donc, le fait que les animaux soient mieux traités rend les humains plus heureux, ce qui augmente le bien-être social. Alors, une question importante en économie, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer le gain social de ça, de ces gains indirects. Donc, je présente longuement les méthodes dans le livre, mais pour résumer, on utilise ce qu'on appelle les méthodes d'évaluation contingente. Donc, par exemple, je demande combien vous êtes prêt à payer pour une politique publique, donc comme l'arrêt de l'élevage en cage. Vous me dites que vous êtes prêt à payer 20 € par an, et puis finalement, le coût de la mesure, il est estimé à 10 € par an par Français. Donc, si on a en moyenne les Français prêts à payer 20 € par an et que le coût, c'est 10 € par an, eh ben, on a créé 10 € d'utilité par Français par an. Et donc, c'est comme ça qu'on mesure. Et donc, ça, potentiellement, les effets peuvent être très larges. Et pour vous donner l'exemple d'une étude de Bennett et co-auteurs, donc c'est des auteurs anglais, ils s'intéressent sur la mise en place d'une législation européenne visant à améliorer les conditions de vie des poulets élevés pour leur chair. Et donc, ils font ça. Ils demandent combien les gens sont prêts à payer pour la mise en place de cette législation. Et puis, les coûts ont été estimés par un autre institut, et donc ils comparent ça. Alors, ils se rendent compte que très peu de gens, en fait, sont prêts à payer rien du tout. Dit autrement, il y a 93% des gens qui sont prêts à payer pour la mise en place de cette initiative. 50% des Anglais sont prêts à payer plus de 21 pounds par an. Donc, c'est quand même conséquent. Et donc, finalement, en faisant le calcul coût-bénéfice, ils se rendent compte que la législation, juste avec les gains indirects, rapporterait 23 fois plus de bénéfices à la société qu'elle ne coûterait. Dit autrement, pour 1 € investi dans cette mesure, on crée 23 € d'utilité chez les êtres humains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il y a très peu je ne connais pas de politiques publiques qui ont un effet de levier aussi important. Et même si, disons qu'on soit très pessimiste sur leurs résultats, imaginons qu'on divise par 5, par 10 leurs résultats, même par 10, c'est-à-dire que 1 € investi dans le bien-être animal crée 2,3 € de bonheur, si vous voulez, pour les êtres humains, ce qui est conséquent. Donc le livre dit que finalement, c'est très naturel pour la science économique d'inclure les animaux dans sa tradition utilitariste, mais également si on regarde un peu comment pensent les Français aujourd'hui. Et il y a de grands gains à améliorer la condition animale aujourd'hui, des gains qu'on peut mesurer. Alors on a un peu plus de mal à mesurer le gain direct en termes d'euros pour les animaux, mais on voit qu'il y a des gains d'utilité très importants. Et pour les humains, on arrive un peu à quantifier, et là aussi, c'est une vraie source d'amélioration du bien-être animal. Donc la question que j'adresse ensuite, qui a déjà été adressée un peu dans d'autres travaux, c'est pourquoi est-ce qu'on continue d'exploiter les animaux dans de telles conditions? Donc peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du paradoxe de la viande qui dit qu'il y a un paradoxe entre le fait de tuer les animaux et en même temps de dire qu'on s'en soucie. J'ai à cœur dans le chapitre 3 de détendre ce concept un petit peu et de dire que c'est un paradoxe de l'exploitation animale au sens large, qui est parce qu'on peut l'appliquer à d'autres domaines comme la fourrure par exemple, se soucier des animaux mais porter de la fourrure animale. Donc, un des paradoxes, c'est consiste à dire que 88% des Français se disent contre l'élevage intensif, mais 95% des porcs et 80% des poulets en sont issus. Et donc, un raisonnement, un raccourci qui est très souvent fait, c'est de dire que finalement, si les Français achètent des produits issus de l'élevage intensif, c'est qu'ils ne se soucient pas vraiment des animaux. Et en fait, ça, c'est un argument qui est fallacieux pour de très nombreuses raisons. Donc, je présente dans le livre. Historiquement, en psychologie, les chercheurs sont beaucoup intéressés à ce paradoxe-là en parlant de dissonance cognitive. Donc peut-être que tout le monde n'est pas familier avec la dissonance cognitive. C'est la théorie qui consiste à dire que les individus
vont, pour préserver l'action qu'ils aiment faire, donc manger par exemple de la viande, vont essayer de se convaincre que ce n'est pas si mauvais que ça. Par exemple, les porcs ne souffrent pas vraiment, ou bien ça ne doit pas être si horrible que ça dans les élevages, etc. Un peu des arguments qu'ils mobilisent pour protéger leur comportement. Et ça, c'est une théorie qui a été très longuement discutée, qui a été très influente. Mais l'objectif que j'avais ici, c'est de dire, bah, finalement, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ce paradoxe-là. Et l'objectif du chapitre 3, c'est de faire un brainstorming en disant quelles peuvent être les autres raisons qui expliquent ce paradoxe. Et pourquoi c'est important? C'est parce que la dissonance cognitive peut peut-être amener à certaines solutions, mais si ce n'est pas la dissonance cognitive ou bien s'il y a d'autres facteurs qui sont en jeu, peut-être qu'on a besoin d'autres solutions pour améliorer la condition animale. Donc, c'est tout l'objectif du chapitre 3. Donc, je présente 11 grandes théories issues de l'économie comportementale ou de la psychologie là-dedans. Donc, c'est autant de regards différents sur ce paradoxe qui sont résumés en 8 grandes familles de théories. Donc, j'aurais bien entendu pas le temps de discuter toutes les théories ce soir, mais je vais vous en présenter 3 qui me paraissent être importantes. Je ne dis pas forcément les plus importantes parce que je les aime bien toutes, mais qui me semblent voilà, intéressantes pour vous. Donc, l'ignorance sincère, le bien public, et dans l'altruisme impur, une des branches que j'appelle la licence morale. Donc, la première théorie, celle de l'ignorance sincère, c'est peut-être un peu simple, mais je voulais revenir dessus avec vous ce soir parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rendent pas compte en fait, des chiffres que je vous ai présentés, de l'importance de l'élevage intensif pour de nombreuses raisons. Et en fait, on peut avoir tendance à sous-estimer cette ignorance. Alors moi, plutôt en tant que chercheur, je travaille avec des chercheurs et on passe nos journées à regarder des chiffres sur l'impact sur l'environnement, le risque de zoonose ou bien l'impact en termes de santé, etc. Et donc, on peut finir par être habitué en fait, à ces chiffres et croire qu'un peu tout le monde les connaît. Peut-être dans les milieux plutôt des associations entre militants, on connaît tous, les militants connaissent tous ces informations-là. Et du coup, ils finissent par avoir ce qu'on appelle l'illusion de la majorité, qui est un effet qu'on peut avoir sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, qui est qu'ils pensent que toute la majorité des gens pensent comme eux ou ont les mêmes informations qu'eux. Et bien ça, potentiellement, c'est un risque, peut-être une déformation. Et l'ignorance sincère peut jouer encore un très grand rôle. Et donc, un exemple que je prends, c'est tout simplement comment les gens forment leurs croyances. Ils forment leurs croyances et leurs connaissances à partir de ce qu'ils voient. Et quels sont les animaux que nous voyons aujourd'hui? Ce sont les animaux qui sont, par définition, en plein air, qui nous sont accessibles quand on se promène. Et donc, ces animaux-là, c'est les animaux pour qui ça se passe le mieux. Donc, les images des bovins dans les prés en train de vivre dans les prés en plein air et aussi avec pouvoir rentrer, se réfugier, etc. Et on a vu que les bovins, c'est 0,5% des animaux tués. Et donc, on peut avoir une vision totalement déconnectée de ce que vivent la majorité des animaux et ce qu'on voit. Et donc, ça, je pense, c'est très important. Et donc, on a quelques éléments qui vont dans cette direction. Dans un travail qu'on a récemment publié avec Jan Stupp, c'était un travail qui visait à mesurer la dissonance cognitive. Donc, on trouve sur plusieurs sujets, sur le bien-être animal, mais d'autres sujets, on trouve effectivement qu'il y a de la dissonance cognitive pour le bien-être animal. Ce n'est pas surprenant de travaux qu'il avait montrés, mais on essaie, nous, aussi de quantifier l'impact de cette dissonance cognitive. Et ce qu'on fait aussi, c'est que donc, sur une expérience, on simule des campagnes d'information où on donne des informations aux gens sur la réalité de l'élevage. Et on regarde l'impact de cette campagne d'information. Et finalement, quand on mesure, l'impact de la campagne d'information est 2 fois plus grand que ce qu'on observe en termes de dissonance cognitive. Donc, on a un levier quand même très fort qui existe vis-à-vis de l'ignorance et informer les individus est important. Donc, finalement, si les individus sont ignorants de ce qui se passe, de ce qu'il y a derrière leur choix de consommation, il n'y a pas de paradoxe parce qu'ils ne voient pas l'opposition entre leur décision d'achat et ce que ça implique. Et un autre facteur qui, je pense, permet de prendre du recul aussi sur tout ce qui est ignorance, c'est que même nous, dans notre échantillon, on a des végétariens, on a des véganes, et même ces consommateurs-là n'ont pas 100% de bonnes réponses. Donc, il y a même eux des choses qu'ils ignorent et qu'ils apprennent envers les campagnes d'information. Donc, c'est un peu simple, mais je souhaitais revenir là-dessus parce que ça me paraît être un phénomène important. La deuxième théorie que je discute, c'est celle du bien public. Donc, le bien public, c'est appliqué à la consommation animale. Ça a été introduit par 2 chercheurs américains, Lusk et Norwood.
Et prennent comme point de départ la proposition 2 en Californie, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui en fait en Californie, donc, il y a des propositions qui peuvent être mises à référendum. Et à cette époque, on avait la majorité des consommateurs qui achetaient des œufs de poule élevés en cage. Et finalement, cette proposition visait à interdire les élevages en cage pour les poules pondeuses. Et donc, je crois que c'est 80% à peu près des œufs qui étaient achetés de poules en cage. Et on a 63% des votants qui ont voté pour l'interdiction de ces élevages-là. Donc ici, on est vraiment dans le paradoxe entre le choix du consommateur et le choix en tant qu'électeur. Donc c'est ce que les auteurs appellent le vote by gap, donc le fossé entre l'achat et le vote. J'appelle ça le paradoxe consommateur-électeur. Donc ils se disent comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et donc leur théorie, c'est que le bien-être animal, c'est un bien public. Donc un bien public, c'est quelque chose, ça correspond à des choses très précises en économie. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est par exemple celui de l'environnement. Changement climatique. Donc on bénéficie tous du fait qu'on réduise la probabilité ou l'impact du changement climatique. En revanche, les efforts sont tous personnels sur le changement climatique. Donc certains vont arrêter de prendre l'avion, certains vont diminuer leur consommation de viande rouge, certains vont faire attention à moins prendre la voiture et les transports en commun, etc. Donc nos contributions sont individuelles, mais par contre, on en bénéficie tous. Et finalement, le bien-être animal, c'est la même chose. Le fait que, par exemple, moi, je me sente mieux, que les animaux soient mieux traités dans la société, ne vous empêche pas, vous, d'être également heureux que les animaux soient mieux traités. Donc les contributions, on appelle ça les contributions, donc c'est les efforts qui sont faits pour le bien public, tout le monde peut en faire, et les bénéfices aussi, tout le monde peut retirer des bénéfices. C'est des biens qui sont très précieux parce que si vous voulez, quand on investit 1 euro, ça va bénéficier à toute la société, et donc ça c'est un gros aussi levier d'amélioration du bien-être social. Le problème qui peut se passer, c'est comme les efforts sont purement individuels, on peut avoir des efforts qui sont très différents entre des individus, certains qui vont faire beaucoup d'efforts, certains qui ne vont pas faire d'efforts du tout. Par contre, le bien public bénéficie à tout le monde. Donc ça s'applique également au bien-être animal, c'est-à-dire quand vous décidez, par exemple, de renoncer à la consommation de poissons, par exemple, ou bien de diminuer votre consommation de produits d'origine animale de manière générale, vous faites un effort individuel, mais la diminution, par exemple, de l'élevage intensif qui en découle va bénéficier à tout le monde. Tout le monde est heureux que les animaux soient moins dans des élevages intensifs. Donc, comment est-ce que ça s'applique un peu au bien-être animal? On a quelques éléments de preuve. Je discute dans le papier un peu les théories là-dessus. Mais on a aussi un élément de preuve un peu indirect d'un papier qu'on a coécrit avec Nicolas Trèche, où les individus, on a des étudiants, ils jouent à des biens publics, et puis ils ont un bien public entre êtres humains et un bien public plutôt à destination des animaux. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est les mêmes types d'individus qui contribuent à ce projet collectif quand il s'agit d'êtres humains ou des animaux. Donc les individus, quand ils contribuent en moyenne 1 euro de plus au bien public pour les êtres humains, on se rend compte qu'ils contribuent 1,09 € de plus pour le bien-être des animaux. Donc on a une correspondance. Ceux qui font beaucoup pour la société, pour les êtres humains, sont aussi ceux qui font davantage pour la société, pour les animaux. Et l'économie expérimentale, en fait, nous donne beaucoup d'éléments pour discuter sur les biens publics. Et une conclusion importante, hélas, c'est que s'il n'y a pas de mécanisme collectif ou bien des sanctions un peu privées, mais disons si l'État ne s'en mêle pas, on a un niveau sous-optimal de biens publics parce qu'on n'arrive pas à se coordonner. Donc, on peut faire le parallèle entre ce que l'économie a donné comme élément sur les biens publics entre les êtres humains et voir comment ça s'applique aux animaux. Donc, généralement, on distingue 3 grands types d'individus. Ce qu'on appelle les contributeurs inconditionnels. Donc, c'est ceux qui font un effort pour la quoi que fassent les autres. Donc, par exemple, c'est celui qui décide de totalement arrêter l'avion pour le changement climatique pour la société, et quoi que fassent les autres. On a ensuite le contributeur conditionnel, c'est celui qui est prêt à faire des efforts pour la société si les autres sont prêts aussi à faire des efforts. Et enfin, on a ce qu'on appelle les passagers clandestins, free riders en anglais, c'est les individus qui, eux, en fait, ne contribuent jamais au bien public, au bien de la société et en tirent seulement les bénéfices. Donc, en fait, si on trace un peu le parallèle, aujourd'hui, en termes de consommation alimentaire, les véganes sont ceux qui décident d'arrêter la consommation de produits d'origine animale.
Leur impact est très faible finalement individuellement, mais par contre, ils en supportent tous les coûts. D'accord? Parce que pour eux, potentiellement, c'est coûteux de se couper en partie socialement, de changer ses habitudes alimentaires, de apprendre à cuisiner, etc. Ensuite, les coopérateurs conditionnels, on peut voir ça comme les flexitariens. C'est ceux qui en font un peu, qui seraient prêts à en faire plus si toute la société décide d'en faire plus. Et donc ça, si vous voulez, c'est un peu les consommateurs qui basculent lors du référendum en Californie. Ils achètent des œufs de poule en cage quand tout le monde en achète, mais si tout le monde s'accorde pour arrêter, ben là, d'accord, ils sont d'accord pour arrêter aussi. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce mouvement flexitarien prend beaucoup d'ampleur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on arrive à se coordonner, vraiment les flexitariens sont prêts à faire des changements. Et enfin, en termes de passagers clandestins sur le bien-être animal, il y a les individus qui ne changent pas du tout leur consommation, enfin, leur pratique, qui ne se soucient pas du tout du bien-être animal ou de contribuer à la collectivité. Voici pour la deuxième théorie. Je présente la troisième théorie que je veux discuter ce soir avec vous. C'est la théorie de la licence morale, donc, qui a été beaucoup discutée en psychologie, mais également chez certains économistes. Et en fait, c'est important parce que c'est une théorie qui nous dit que quand vous avez une sorte de crédit moral dans votre esprit. Quand vous faites des actions en faveur des animaux, ça vous donne des points positifs dans votre crédit moral et ça va juste vous permettre de justifier, de faire des actions ensuite qui sont négatives envers les animaux. Donc, c'est un peu le schéma que j'ai repris ici. Comme vos bonnes actions fait que vous en prenez ensuite des mauvaises. Et le problème qu'on peut avoir, c'est que vous pouvez prendre une petite action symbolique en faveur des animaux, vous voir comme quelqu'un qui agit pour le bien-être animal, et finalement, vous compensez ça avec d'autres actions qui sont néfastes. Et alors, en fait, cette théorie, elle est importante parce qu'elle nous dit que finalement, il n'y a plus de paradoxe de l'exploitation animale. Le fait qu'on prenne soin de certains animaux nous donne une sorte de crédit moral pour ensuite aller consommer, par exemple, des produits issus d'élevage intensif ou prendre des actions qui sont en défaveur des animaux. Donc, le mécanisme psychologique nous dit qu'il n'y a plus de paradoxe, c'est parce qu'on fait l'un qu'on s'autorise à faire l'autre. Donc ça, c'est important, cette théorie de licence morale, parce que contrairement à la dissonance cognitive, elle se met dans un autre cadre moral. La dissonance cognitive, elle est dans un cadre de cohérence morale. C'est donc toutes les théories morales qui disent qu'on a une cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, et donc nos actions sont cohérentes les unes avec les autres. Donc plus quelqu'un s'engage en faveur des animaux, plus il va continuer à s'engager en faveur des animaux. Et la balance morale, c'est un autre type de théorie qui nous dit que non, on crée une balance dans notre tête, et donc finalement, quelqu'un qui va faire des actions en faveur des animaux à un instant T va s'autoriser à davantage d'actions en défaveur des animaux juste après. Et donc, il peut y avoir quelque chose un peu de néfaste. Donc, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, qui décide au supermarché d'arrondir, vous savez, à l'euro supérieur en faveur de la SPA, et du coup, qui s'autorise à acheter ensuite un poulet issu d'élevage intensif. Typiquement, on serait dans un cadre de licence morale qui serait très néfaste ici. Donc, le chapitre 3 présente toutes ces théories qui permettent un nouveau regard ou peut-être de revisiter certains regards sur le paradoxe de l'exploitation animale. Et l'objectif ensuite, c'est de fournir une boîte à outils permettant de discuter les solutions qui existent ou qu'on peut mettre en place pour le bien-être animal à la lumière de ces théories pour comprendre les freins. Donc, le travail, c'est finalement à la fin d'arriver sur ce tableau, cette matrice où on a chacune des théories qui sont évoquées. Et puis, on va analyser plusieurs mesures prises par les associations, par l'État ou les entreprises et voir comment chacune de ces solutions répond à chacun des freins identifiés dans le chapitre 3. Ici, je vais me focaliser avec vous sur trois grands types de mesures qui peuvent être prises. Une mesure par type d'acteurs, donc soit les associations, soit l'État, soit les entreprises. Pour les associations, je prends ici par exemple l'exemple des partis animalistes, qui sont un certain type d'associations. Et le parti animaliste donc, est entré dans le paysage politique français avec des scores non négligeables, par exemple aux élections européennes avec près à 2% des voix dans l'électorat. Je discute un peu dans le livre tout ce qui est ce qu'on appelle économie politique, sur comment ça peut permettre de faire pression sur les politiques. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important et je tiens à le souligner, c'est que le parti animaliste, 2% des voix, c'est quand même 2% des électeurs qui envoient comme message à leur représentation politique
Euh, on considère que la cause animale est tellement mal représentée politiquement qu'on est prêt à faire un choix uniquement sur la question animale et que du coup exit les autres sujets qui intéressent tout le monde, hein, mais l'électeur va dire on met cet élément avant tout le reste. Donc c'est quelque chose de très fort. Et finalement, grâce à la présence du parti animaliste, ça permet de soulever plusieurs freins, dont donc, ce qu'on a vu par exemple l'ignorance sincère. Pourquoi? Parce que le parti animaliste, quand il est présent, quand il est dans une campagne électorale, il va forcer les autres partis à se positionner. Et par sa présence, il signale aussi quelque chose aux électeurs. Il va par exemple envoyer des tracts, ou distribuer dans la rue, etc. Et donc pendant sa campagne électorale, les électeurs vont se dire, tiens, s'il y a un parti animaliste, c'est peut-être qu'il y a des problèmes sur la condition animale, et puis ils vont aller lire le tract et ils vont découvrir des choses. Et donc, on va résoudre une partie de l'ignorance sincère par le jeu politique. Et je ne sais pas, lors de débats télévisés, il y aura un sujet là-dessus, et donc les partis devront se positionner. Le parti animaliste, enfin, le parti animaliste en France, mais les partis animalistes de manière générale permettent aussi de répondre à la question du bien public. Pourquoi? On a vu justement que dans le bien public, il y a une différence entre ce que je fais en tant que consommateur, mais différente de ce que je fais en tant qu'électeur, avec ces flexitariens qui se disent je suis prêt à faire un effort et par exemple arrêter l'élevage en cage, mais si tout le monde le fait. Et en ayant ce type de propositions qui sont au niveau national, quand je vote, comme dans le cadre du référendum, je peux voter pour le parti animaliste parce que c'est un moyen de coordination au niveau national sur les mesures à mettre en place. Donc là aussi, on peut retourner un peu le bien public et le mettre à la faveur de la condition animale. En ce qui concerne l'État, j'aimerais parler brièvement des nudges. Donc les nudges, c'est quelque chose qui a été très populaire en économie et aussi en dehors de l'économie. C'est ce qu'on peut traduire par les coups de pouce cognitifs. Et donc, l'idée, c'est quand un individu a le choix entre plusieurs options, on peut essayer de le pousser vers une de ces options. Et ça fait partie de ce qu'on appelle un peu le paternalisme libertarien. Alors pourquoi? Parce que paternalisme, parce qu'on dit socialement, il y a un choix de consommation qui est plus vertueux que l'autre. Et on essaie de vous pousser dans cette direction. Et libertarien, parce qu'on préserve quand même la liberté de choix. Vous pouvez toujours choisir de la manière dont vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de possibilités de nudge, mais une des possibilités de nudge, c'est ce qu'on appelle changer le choix par défaut. Et donc, l'idée est que si un individu est à peu près indifférent entre deux options, on peut le pousser en changeant de choix par défaut. Donc, je vous présente un exemple. C'est donc un travail de Hanson et ses co-auteurs publié en 2019, où ils ont des participants qui s'inscrivent pour une conférence et ils proposent à ces participants, ils envoient à ces participants deux types de mails de manière aléatoire. Un mail dans lequel ils disent votre plat par défaut sera un plat à base de viande, mais si vous voulez changer, écrivez-nous pour avoir un plat végétarien. Et un deuxième groupe d'individus dans lequel ils disent le contraire. Le plat par défaut sera un plat végétarien, mais si vous voulez changer, vous nous écrivez pour avoir un plat à base de viande. Et en fait, ce qu'il montre ici, c'est que les effets sont vraiment gigantesques. Donc, pour schématiser, quand vous avez le choix, quand le plat par viande est proposé par défaut, vous avez 90% des individus qui vont manger de la viande. Au contraire, quand c'est le plat végétarien qui est par défaut, vous avez 90% des individus qui vont manger végétarien. Et donc, les individus ont toujours la même liberté de choix, mais on a juste changé. Et donc, il y a ce qu'on appelle une préférence pour le statu quo. Donc, on a un petit coût en fait à changer le choix qui est proposé par défaut. Donc, quand on est à peu près indifférent entre deux options, on va pousser les individus vers une solution. Donc ça résout en partie la question de l'ignorance sincère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne nécessite plus que les individus soient très bien informés sur un sujet, parce qu'en fait, c'est l'État ou bien les collectivités locales ou bien les cantines privées qui, eux, ont peut-être plus de moyens pour s'intéresser vraiment à la question de l'impact de la consommation. Donc, l'État va juger sur quel est le comportement le plus vertueux. Et donc, c'est l'État qui s'occupe de l'information, de l'ignorance, qui lutte contre l'ignorance, et propose une solution qui permet de lutter contre cette ignorance. Donc, on résout plutôt bien ce problème-là. Ensuite, il y a la question de la licence morale. Donc, la licence morale, ici, ce n'est pas totalement résolu, parce qu'on peut avoir deux effets. Donc, imaginez, les individus ont passé 3 jours à manger entièrement végétarien dans une conférence. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Ils vont avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pour les animaux. C'est plutôt vrai. Mais du coup, la question, c'est comment ils vont compenser. Si ils se mettent à manger du poulet issu d'élevage intensif tous les jours pendant une semaine, a priori, le bienfait sera plutôt compensé par l'action négative.
Mais au contraire, s'ils reprennent leur habitude alimentaire, eh ben, ils auront quand même diminué un peu le nombre d'animaux tués tous les ans. Donc, ce sera plutôt positif. Donc là, on voit bien que c'est une situation où, en fonction de l'intensité de la licence morale, on va avoir des résultats différents. La troisième et dernière mesure que je veux discuter avec vous, c'est typiquement une mesure qui vient des entreprises et donc, par exemple, les labels évaluatifs. Donc ça ici, c'est un exemple d'un label qui a été développé par Casino en partenariat avec plusieurs associations de défense des animaux, dont CIWF, la Fondation pour le droit animal et OABA, qui vise en fait à labelliser les poulets, l'élevage de poulets. Donc avec 5 niveaux, du meilleur au pire. Donc c'est une initiative qui était privée et donc comme beaucoup de ces labels, un peu comme le Nutri-Score, c'est sur la bonne volonté de chacun. De manière générale, je suis un peu, je suis un peu sceptique toujours envers ces labels, mais ils ont quand même quelques avantages. Et donc, l'avantage principal, c'est quand même de renseigner les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, il y a une vraie ignorance sincère sur les produits. Là, on parle des poulets, mais aussi on peut parler de l'abattage, est-ce qu'il est fait avec ou sans étourdissement. Et donc ça apporte de l'information, et ça apporte de l'information qui est facile à intégrer, à processer pour les individus. Donc ça soulève quand même beaucoup une partie de cette ignorance sincère. Le pendant qu'on peut voir ici, c'est bien sûr le problème de la licence morale, qui ici arrive à plein nez. Donc un individu qui achète un poulet, par exemple, noté A, peut avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de positif, finalement, pour les animaux. Et en fait, autrement, c'est qu'il n'a pas fait quelque chose de négatif, il n'a pas pris le poulet issu d'élevage intensif, mais on ne peut pas dire non plus que c'est quelque chose de totalement positif, enfin c'est mieux, donc c'est bien. Mais si cet individu compense ensuite cette action, en achetant un poulet issu de plein air, et du coup, par exemple, après, pour compenser, décide d'acheter de la charcuterie, et on sait que les porcs sont majoritairement issus d'élevage intensif, et bien là, on a l'effet négatif qui compense l'effet positif. On peut compenser, hein, tout est une question empirique, mais donc on a ce risque-là. Et aussi, de manière un peu générale, on voit ici que ces labels-là, comme ils reposent totalement sur le choix du consommateur, c'est lui qui en paie le prix. Donc, ce n'est pas du tout sûr que ça aide en termes ça ne règle pas la question du bien public qu'on a abordé. Donc, dans le livre, je discute plus en détail donc, chacune des mesures par rapport à chacune des théories pouvant expliquer le paradoxe de l'exploitation animale. Et l'idée, c'est d'arriver un peu sur cette matrice-là. Où donc pour chacune des mesures discutées, donc les campagnes d'information, les lanceurs d'alerte, la taxation, les subventions aux associations, le rôle de l'État dans la formation et l'information, les nouveaux produits comme les simili-carnés ou la viande de culture, comment chacune de ces approches en fait, permet de répondre à des freins différents. Et donc, ce qui ressort beaucoup de ce travail, c'est que les approches sont finalement complémentaires. On n'a aucune approche qui permet de résoudre tous les problèmes, de tous les leviers. Et finalement, comme on ignore un petit peu quels sont les facteurs les plus importants dans le paradoxe d'exploitation animale, et ben avoir plusieurs stratégies mises en place, dont celle de l'État, qui a un rôle très important à jouer, ça peut permettre de s'assurer qu'on réduit la maltraitance animale aujourd'hui en France. Et donc, comme vous le voyez ici, un acteur clé, bien entendu, c'est l'État, qui a de nombreux outils et des outils très efficaces pour justement améliorer le bien-être animal. Le problème principal que nous voyons aujourd'hui, je finis le livre par des éléments négatifs et positifs. Le problème principal aujourd'hui, bien entendu, c'est que l'État n'est pas prêt à assurer ce rôle, ne l'assure pas aujourd'hui. Donc, je veux dire, au niveau de l'État central, on voit qu'il y a de nombreuses municipalités qui prennent le devant ou des régions, des municipalités qui proposent plus de plats végétariens que prévu par la loi, des municipalités qui émettent des vœux contre les cirques avec animaux sauvages, etc. Mais on a quand même la très forte présence des lobbies au niveau de l'État central. Donc, 2 exemples, mais parmi un océan d'exemples. La démission de Nicolas Hulot, qui était donc ministre de l'Environnement au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et qui finalement, à chaque réunion, ou quasiment, se voyait opposer le lobbyiste de la chasse Thierry Coste et perdait de nombreux arbitrages face à Thierry Coste. Et donc Nicolas Hulot décide de démissionner.
Donc, on est quand même dans un système politique où un ministre démissionne à cause d'un lobbyiste qui a gain de cause en face de lui sur plusieurs dossiers. Autre exemple, c'est l'exemple des abattoirs Saubeval de l'année dernière. Donc, il y a un an, L114 publie une vidéo d'un abattoir où le cabinet du ministre détecte de nombreuses non-conformités, dont certaines importantes. Et bon, il y a déjà un problème un peu avec ce que déclare le ministre publiquement et ce que déclare son cabinet. Mais donc, une fuite de mails, en fait, nous informe que suite à la diffusion de cette vidéo, une des premières réactions du cabinet du ministre, ça a été de contacter deux des plus importants lobbies de la viande, Interbev et la FEDEV, pour leur demander des éléments de langage. Donc, une vidéo montre des non-conformités dans un abattoir et le cabinet du ministre contacte tout de suite les lobbies pour savoir quoi répondre. Donc ça, quand même, c'est quelque chose de très inquiétant, c'est la présence de ces lobbies au plus haut niveau de l'État, mais elle existe aussi au niveau des députés. Face à ce rôle de l'État que l'État ne veut pas prendre en main, et surtout l'immobilité politique sur le sujet, il y a des initiatives citoyennes, comme le référendum pour les animaux, donc qui a été initié l'année dernière par Hugo Clément et de nombreuses associations, et qui vise justement à dire, face à cet immobilisme, les citoyens veulent pouvoir décider de ces sujets-là. Donc, il y a eu beaucoup de signataires sur ce référendum et donc, qui demandaient des mesures sur 6 grandes directions: l'élevage en cage, l'élevage à fourrure, l'élevage intensif, la chasse à courre, les spectacles avec animaux sauvages et l'expérimentation animale. Et finalement, c'est des sujets qui ont un écho très fort aujourd'hui dans la société. Et donc, ces éléments-là ont été repris, entre autres, par Cédric Villani, le groupe EDS, en proposant une proposition de loi qui reprenait ces éléments. Cette proposition de loi a été balayée par la majorité. Mais quand même, ça a eu un impact important parce que Barbara Pompili, juste après, déclarait des mesures pour l'élevage de fourrure, donc la fin des élevages de visons, et également pour les spectacles avec des animaux sauvages, ce qui est actuellement discuté dans la proposition de loi. Donc, on a une dynamique citoyenne très forte qui, en fait, est soutenue par une opinion publique qui est extrêmement favorable au bien-être animal. Donc, ici, pour rappel, donc, si les gens sont aussi très favorables au bien-être animal, ça veut dire qu'on a des gains d'utilité indirecte, par les êtres humains très forts à ces politiques publiques. Et donc, on a vraiment des scores qui sont très, très élevés, avec 94% des Français qui demandent un accès en plein air pour toute nouvelle exploitation d'élevage, avec des scores qui restent aussi très forts par rapport à d'autres sujets de société. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'aujourd'hui, la proposition de loi discutée s'intéresse, et c'est important, mais seulement aux mesures avec avec le plus faible soutien, mais on a quand même 70% des Français, donc c'est beaucoup, et laisse totalement de côté les mesures où on a 94% de la population. Et outre ces niveaux très forts de soutien pour ces mesures-là dans l'opinion publique, qui crée un fossé vraiment très fort entre on a 94% des Français qui veulent une mesure et finalement on n'est qu'une minorité à l'Assemblée nationale qui est prêt à passer cette mesure. Ce soutien-là, il est aussi, c'est important, il est assez homogène dans la société. Et ça, c'est quelque chose d'assez notable qu'on ne discute pas beaucoup, mais il n'y a pas de catégorie de la population, dans les grandes catégories socioprofessionnelles, qui seraient fondamentalement opposées à une mesure et les résultats seraient drivés par certains autres groupes. Donc, on trouve une majorité, par exemple, sur l'élevage d'animaux en cage, donc pour la fin de l'élevage en cage, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie professionnelle, quel que soit votre statut d'emploi, votre niveau de vie, où vous habitez, donc les milieux ruraux ou les agglomérations parisiennes, quelle que soit la région de France, la religion, le vote au présidentiel, la proximité politique. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que non seulement la cause animale, il y a beaucoup d'individus qui profiteraient de l'amélioration, mais en plus, ça profiterait dans tous les groupes socioprofessionnels. Il n'y aurait pas de groupe, si vous voulez, social qui serait laissé de côté. Donc voilà pour les principaux éléments que je voulais partager avec vous. Donc je vais être très content de répondre à vos questions et si vous voulez un peu plus creuser tous ces sujets-là, vous pouvez continuer l'aventure avec le livre. Merci beaucoup.